Donc, oui, comme je vous disais, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on marque la première d'une série de rencontres Learn Up qui se déroule sur les 4 prochaines semaines, tous les mercredis à midi. Les Learn Up, c'est un programme de formation en ligne créé pour aider les entrepreneurs noirs à approfondir leurs capacités vers la transformation numérique de leur entreprise. Puis, avant de débuter, je voulais juste voir avec vous quelques petites consignes pour nous aider à passer un bon déroulement d'atelier. Donc, je vous invite à mettre votre micro sur sourdine durant la formation ou lorsque vous ne prenez pas la parole durant la période des questions. D'utiliser la fonction chat pour poser vos questions, de garder vos caméras ouvertes dans la mesure du possible. Et pour finir, notez que la session, elle est présentement enregistrée. Et l'enregistrement vous sera envoyé quelques temps après. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec notre organisation, Origine est une organisation à but non lucratif qui est dédiée au développement économique des personnes afrodescendantes pour renforcer notre rôle économique, financier, social, en passant par la technologie et les nouveaux modèles d'acquisition et de distribution de richesses, a.k.a. Generational Wealth. On veut aussi encourager les gens de nos communautés à investir dans leur santé économique et dans leur santé économique et en achetant et en consommant chez des entrepreneurs afrodescendants, a.k.a. Black-owned, grâce au mouvement #BuyBlack. Pour y arriver, on a mis sur place l'écosystème Up, qui est une gamme d'initiatives comme des événements de réseautage, de l'accompagnement personnalisé, des applications mobiles ou encore, comme aujourd'hui, des webinaires en ligne. Comme je le mentionnais plus tôt, le programme Learn Up, c'est une formation en ligne. Avec cette initiative, notre objectif est de fournir une formation spécialisée offerte par des personnels et des experts noirs pour permettre aux entrepreneurs de profiter du meilleur des notions de marketing numérique, de marketing social et de publicité numérique à l'intérieur et à l'extérieur de notre écosystème. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'expert pour la session d'aujourd'hui, Anne-Inma Louis. Anne-Inma. Est-ce que tu voulais que je me présente maintenant ou je le fais quand dans ma présentation, j'ai déjà une partie où je me présente aussi. Donc, si tu veux, on va juste faire les premières étapes, puis après, je vais me présenter plus en détail, ça va être correct. Oui, il n'y a pas de souci. Avant, par contre, je pense que j'ai été trop rapide. On a aussi avec nous la présence de futurs preneurs. Donc, je vais les laisser se présenter. Puisqu'on parlait de différents moyens pour aider les entrepreneurs de nos communautés à se développer. Nos amis chez Futurpreneurs pourraient nous présenter leur gamme de services, puis ensuite, Anne-Inma pourra poursuivre avec toi, si tu permets. Oui. Pamela? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, super. J'ai juste un tout petit souci avec mon écran. On va voir si ça fonctionne. OK, parfait. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, super. Donc, je vais d'abord me présenter. Bonjour, je suis Pamela Rosiclair. Je suis gestionnaire de communauté entrepreneuriale à Futurpreneurs.
Puis, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que je m'occupe vraiment, je suis sur le terrain pour les entrepreneurs qui ont besoin de financement, de mentorat. Donc, je suis pas mal le premier contact. Je m'assure de voir si les plans d'affaires sont corrects, si les cash flows sont corrects. Donc, vraiment, mon but, c'est de m'assurer que vous ayez tout ce qu'il faut pour faire votre demande à Futurpreneur. Je travaille aussi un peu dans le recrutement de mentors parce que ça fait partie intégrante de notre programme, comme vous allez le voir. Et je travaille un peu avec les partenaires comme Origine Village qui nous invitent aujourd'hui, puis ça nous fait toujours très plaisir. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, Futurpreneur. Futurpreneur, c'est une entreprise canadienne, donc on est partout au Canada et on aide les entrepreneurs entre 18 à 39 ans à créer des entreprises prospères. Donc, en fait, on le fait comment? C'est qu'on est axé vraiment sur les startups, donc les entreprises en démarrage et on aide en offrant du financement sous forme de prêt et du mentorat. Et on est très, très, très près de nos valeurs. Donc, nos valeurs, on est axé sur notre mission, on est très collaboratif et on est vraiment axé sur la diversité et l'inclusion, mais on en reparlera davantage sous peu. Donc, notre impact, juste prendre le temps d'en parler un tout petit peu parce que ça fait quand même 25 ans. On vient de célébrer en fait notre 25e anniversaire à Futurpreneur et en 25 ans, on a pu supporter plus de 15 000 entrepreneurs, que ce soit avec du financement, du mentorat ou même juste des outils, du soutien en 1 à 1. Aussi, 43% de l'ensemble de nos entrepreneurs sont des femmes et 15% des entreprises fondées avec l'aide de Futurpreneurs appartiennent à des fondateurs, fondatrices de la communauté noire. Donc, ça, ce sont quelques chiffres là, mais on en a quand même plusieurs à présenter. Donc, avant de me lancer dans le programme de démarrage pour les entrepreneurs noirs, je tiens à mentionner qu'on a vraiment plusieurs programmes à Futurpreneur. On a notre programme principal, on a notre programme pour les entrepreneurs de la communauté autochtone, on a notre programme pour les entrepreneurs à temps partiel. Donc, on essaie vraiment de façonner en fait nos façons de faire pour que ce soit ajusté à la clientèle qu'on sert. Okay? Mais nos programmes sont vraiment tous similaires. Si jamais vous avez des questions concernant nos programmes, moi, je vous invite à visiter notre site Internet et ou à m'envoyer un message directement. Donc, je mettrai mes coordonnées dans le chat à la fin de la présentation. Si jamais il y a des questions dans le chat, s'il vous plaît, me laissez savoir parce que je ne vois pas le chat. Merci. Donc, est-ce que tout est bien jusqu'à présent? Oui. Super. Donc, juste commencer, pourquoi est-ce qu'on a voulu créer ce programme-ci? On a décidé de créer le programme selon nos propres stats à Futurpreneur. Okay? Donc, nous, avec les entrepreneurs avec qui on parlait, 31% des jeunes entrepreneurs qui s'identifiaient comme faisant partie de la communauté noire nous ont affirmé que la mauvaise cote de crédit, c'était un des obstacles le deuxième obstacle en fait, le plus important au lancement d'entreprise. Le premier obstacle étant l'accès au financement, tout simplement. Donc, on voit que le crédit joue un grand rôle. Donc, nous, pour aider, c'est sûr qu'on n'est pas une entreprise qui adressons le crédit en tant que tel, on est là pour le financement, mais pour aider, on a décidé de faire des vidéos de formation concernant le crédit, les mettre accessibles à tous nos entrepreneurs, mais ça peut effectivement jouer un rôle positif dans l'application de jeunes entrepreneurs noirs. Donc, je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par du financement et tout ça, je vous invite à me poser plus de questions par rapport à cela. Donc, rapidement, le programme en tant que tel. Donc, le financement, il y a une partie financement et il y a une partie mentorat. Donc, le financement est un prêt toujours entre 5 000 jusqu'à 60 000 $. Et ça vient avec du mentorat. Donc, c'est accompagné de mentorat pour une période de 2 ans. Okay? Donc, ça, c'est vraiment très similaire à la grande majorité de nos programmes. Maintenant, une différence avec le programme pour les entrepreneurs de la communauté noire, c'est que les entrepreneurs ont accès à un financement supplémentaire allant jusqu'à 40 000 $. Après 2 ans, donc entre la deuxième et la troisième année, pour la croissance de leur entreprise. Donc, vraiment donner cet accès au financement
pour permettre en fait la pérennité de l'entreprise. Et puis, dépendamment d'où est-ce que vous êtes, si vous regardez les vidéos, s'il y a quelques difficultés avec le crédit, des actions qui sont prises, il y aurait des possibilités de recevoir jusqu'à 10 000 $ supplémentaires en justement complétant toutes ces vidéos sur le crédit. Bien sûr, si vous êtes éligible, pour plus de détails, s'il vous plaît, communiquez avec moi. Donc, rapidement, nos critères d'éligibilité, parce que évidemment, on en a. Comme je le mentionnais tout à l'heure, nous, notre offre, c'est vraiment pour les entrepreneurs entre 18 à 39 ans. Donc, on a un critère d'âge bien important. Il faut absolument être citoyen canadien ou résident permanent résident au Canada. Votre entreprise doit créer au moins un emploi à temps plein suivant votre application. C'est-à-dire que quand vous appliquez à Futurpreneur, vous devez avoir dans l'idée de vraiment vouloir vous lancer en entreprise et non pas avoir ça comme une entreprise à temps partiel, parce que c'est géré un petit peu différemment. Donc, évidemment, toujours pour participer à ce programme, il faut s'auto-identifier comme faisant partie de la communauté. Donc, ce n'est pas à Futurpreneur de déterminer si vous faites partie de la communauté ou pas. Et en termes de solvabilité, bien important, pas avoir fait faillite au cours des 5 dernières années. Et si jamais il y a une consolidation de dette, vous devrez avoir fait ça au moins 1 an avant votre application. Donc, c'est sûr que là, je vais très, très rapidement, mais c'est vraiment juste pour vous présenter les grandes lignes. Vraiment, je vous invite à, si jamais il y a quelques questions, vous voulez parler de votre cas en particulier, je vous invite vraiment à communiquer avec moi. Donc, j'essaie juste de vous donner les grandes lignes pour un peu voir à quoi vous attendre, qu'est-ce que vous devez préparer pour une application chez nous. Donc, des critères d'éligibilité pour votre entreprise, parce que malheureusement, ce ne sont pas toutes les entreprises qui se qualifient. Donc, nous, on est très, très, très ouverts en termes de secteur admis. Okay? Donc, que ce soit, je ne sais pas moi, salon de coiffure, garderie, que ce soit avec la technologie, on est très, très, très ouvert. Par contre, tout ce qui est dans la recherche et développement, donc tout ce qui n'est pas nécessairement prêt à être commercialisé sous peu, ou tout ce qui est à caractère sexuel, contenant de la violence, que ce soit fixé sur la religion, consommation de drogue, malheureusement ne sont pas admis à Futurpreneur. Mais en termes de secteur admis, on est très, très ouvert. Au-delà de ça, si vous appliquez avec un partenaire, vous devez vous assurer, un partenaire qui ne s'identifie pas comme faisant partie de la communauté, vous devez vous assurer d'avoir plus de 50% des parts. Donc, vraiment, plus de 50%. Okay? Et si vous êtes 3 ou plus, minimalement 25%. Okay? Donc, je vais prendre un petit temps juste pour définir qu'est-ce qu'on entend par démarrage, parce que je le mentionnais tout à l'heure, on s'occupe vraiment des entrepreneurs en démarrage. Donc, que ce soit une nouvelle entreprise, vous avez une idée en tête, vous voulez commencer quelque chose, ça c'est considéré comme du démarrage. Vous achetez une entreprise déjà existante. À ce moment-là, Futurpreneur considère ça comme une nouvelle entreprise pour vous, ou vous héritez d'une entreprise, il s'agit encore d'une nouvelle entreprise pour vous. Donc, tout cela est considéré comme du démarrage. Bien. Donc, les ressources. On va parler des ressources. Pourquoi? Parce qu'il faut certains documents pour appliquer à Futurpreneur, notamment un plan d'affaires et un flux de trésorerie. Donc, nous, on offre une série d'ateliers gratuits, Cap sur mes affaires. Donc, d'ailleurs, la première de la série était hier. On a Cap sur mon plan d'affaires aujourd'hui, cet après-midi, et Cap sur mon cash flow demain, de 13h30 à 16h30. Si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Donc, on a ces webinaires-là, en fait, qui vous permettent de vraiment avoir toute l'information nécessaire pour rédiger votre plan d'affaires et rédiger votre flux de trésorerie. Okay? Parce que ce sont les 2 documents sur lesquels on va se baser pour votre demande. On a aussi un centre de ressources en ligne. Donc, on a un rédacteur de plan d'affaires interactif sur notre site Internet. Donc, si vous ne voulez pas nécessairement écrire votre plan d'affaires, vous voulez être accompagné étape par étape, donc on a un rédacteur pour ça. On a aussi un modèle de prévision un modèle de prévision financière. Donc, vous pouvez juste utiliser notre modèle directement au lieu d'aller voir quelqu'un ou commencer par là, en fait. Et on a toute une section sur le mentorat parce que nous, comme je le mentionnais, on jumelle tous nos entrepreneurs sans exception avec un mentor pour une durée minimalement de 2 ans. Autres services qui sont réservés en fait pour les personnes qui font affaire avec Futurpreneur. Donc, on a d'autres types de webinaires
un petit peu plus poussé et on offre jusqu'à 5 heures de coaching personnalisé. Donc, ça, ce sont les ressources qu'on offre. Donc, grosso modo, si je dois résumer, vous lancez une nouvelle entreprise, lancez Futurpreneur pour le financement et le mentorat. Donc, on vous accompagne du début à la fin. Si jamais vous n'avez pas de plan d'affaires et de flux de trésorerie pour appliquer, je vous invite à communiquer avec moi, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans votre cheminement. Donc, mon nom, c'est Pamela Rosiclair. Et si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je mets mes coordonnées ainsi que notre site Internet et je vous remercie pour votre attention. Merci, Pamela. Il y avait une petite question de Diane Gistal. Bonjour. Pour le statut d'éligibilité, RP ou canadien, est-ce pour tous les partenaires de l'entreprise ou la majorité des partenaires? C'est une excellente question. En fait, ce critère est pour toutes les personnes qui se qualifient au programme. Par exemple, vous pouvez être en partenariat, disons que vous avez 39 ans, donc vous vous qualifiez, mais votre partenaire a 45 ans. Donc, la personne ne se qualifie pas. Donc, on ne va pas nécessairement regarder oui, on va vouloir les informations de cette personne-là, mais en fait, c'est vraiment les personnes qui se qualifient qui doivent absolument rentrer dans les critères d'éligibilité. D'ailleurs, si jamais vous faites affaire avec une personne qui ne se qualifie pas, à ce moment-là, automatiquement, vous devez détenir la majorité des parts, donc plus de 50% des parts, si jamais vous voulez même appliquer sur le programme, parce que c'est un de nos critères. J'espère que ça répond à la question. Merci. Super. Parfait. Merci beaucoup, Pamela, pour la présentation de Futurpreneur. J'espère que ça a pu aider quelqu'un inscrit aujourd'hui. Puis, sinon, on va procéder avec notre présentation, notre formation d'aujourd'hui. Donc, Alinma, si tu es prête, on serait vraiment prêt à commencer. OK, super. Donc, merci pour l'invitation de me joindre à vous ce midi. Donc, on va parler des considérations juridiques pour gérer son entreprise en ligne. J'aime toujours savoir ce que les participants font. Donc, pour ceux qui se sont joints à nous, si vous pouvez écrire, soit de me dire dans quel domaine d'activité vous êtes, si vous avez déjà un site web, ça va me permettre de donner des exemples qui sont encore plus concrets par rapport à ce que vous faites. Puis comme ça aussi, je vais savoir s'il y a des choses où est-ce que je devrais aller plus lentement ou plus rapidement. Donc, concrètement, la présentation d'aujourd'hui, elle s'adresse autant à une entreprise qui est hors ligne. Donc, si vous avez un commerce pignon sur rue avec un site web à titre informatif, c'est parfait. Si vous êtes dans le e-commerce, on va en parler aussi, donc c'est fait pour vous. Mais vous allez remarquer avec ma présentation qu'il y a autant des choses qui sont valides, qu'on ait une entreprise pignon sur rue, pas de bureau ou un commerce en ligne. Il y a des principes qui s'adressent vraiment à toutes les façons de faire affaire. Et si vous êtes nouvellement en affaires, c'est encore mieux parce que je vais parler des formes juridiques, comment choisir, comment s'enregistrer. Et si vous êtes en affaires depuis un peu plus longtemps, bien, on va adresser un peu comment faire croître son entreprise. Donc, ça va être valide pour vous aussi. Merci déjà à Diane et Léonore qui ont partagé leur domaine d'activité et Sénabou également. Pour ceux qui interagissent pour la première fois avec moi aujourd'hui, mon nom est Anne Edma Louis. Je travaille comme avocate fiscaliste. J'ai fondé le cabinet Amelia Avocat en 2015 et on travaille uniquement avec les entrepreneurs. Donc, on fait du droit des affaires et de la fiscalité. Et notre travail auprès des entrepreneurs a été remarqué et souligné dans les médias. Comme j'ai partagé quelques extraits à l'écran, notre façon de fonctionner est quand même assez différente des autres cabinets. Donc, on a pu se démarquer par rapport à ça. Et on est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. On est plusieurs avocats, il y a moi également. Puis notre objectif, en fait, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, mais de rendre accessible à tous les stratégies corporatives, légales, fiscales des grandes entreprises, mais les ramener à des personnes comme vous et moi qui sont en affaires et qui ont besoin d'avoir cette information pour pouvoir avancer. Le cabinet en tant que tel, les services qu'on offre, c'est tout ce qui concerne le démarrage d'entreprise, donc création d'entreprise, rédaction de divers contrats de partenariat, contrats de travail ou autres. On aide aussi pour tout ce qui est la protection de marques de commerce, protection du nom.
On va en parler tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est important. On offre aussi des conseils en fiscalité pour permettre de réduire vos impôts. Puis, on assiste aussi nos clients qui veulent acheter ou vendre des entreprises. Puis, on a un programme de formation depuis l'année dernière qui s'appelle Code Entrepreneur. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on a la présentation d'aujourd'hui et c'est quoi l'objectif? Concrètement, souvent, lorsqu'on se lance en affaires, on va se concentrer sur les ventes, sur son site web, sur son logo, sur les opérations. On veut absolument, en fait, générer des ventes parce qu'on est en affaires pour générer des revenus. Mais il arrive souvent qu'on néglige ou qu'on oublie tout ce qui est l'aspect corporatif, fiscal, légal. C'est la portion un peu moins sexy, mais qui est tout aussi essentielle. Et en fait, c'est la fondation de l'entreprise sur laquelle ensuite on s'établit pour la faire croître. J'ai mis le logo de quelques entreprises qu'on reconnaît comme Apple, Nike, Netflix, Amazon, parce que peu importe la taille de votre entreprise, les principes qu'on explique aujourd'hui, elles les mettre en application et vous devriez aussi. Et ça va même au point où certains de ces principes vont d'abord être pris en considération, puis après, on va bâtir nos stratégies marketing une fois qu'on a nos assises qui ont vraiment été mises sur pied. J'ai divisé les fondamentaux à maîtriser en 4 principes. Le premier va être du côté gauche pour vous et moi, je présume. Donc, on va regarder aujourd'hui ensemble ces 4 éléments. On va parler du démarrage. Donc, lorsqu'on démarre, il faut qu'on structure son entreprise en choisissant la forme juridique, entre autres. Et on veut aussi s'assurer qu'on a un nom d'entreprise qui est unique et une image de marque qui se distingue. Donc, on va regarder ça ensemble, comment est-ce qu'on fait pour bien démarrer. Et encore une fois, c'est valide autant si on est 100% en ligne ou si on offre un service en personne. Ensuite, on va parler de la relation qu'on a avec nos clients. Donc, peu importe qu'on est en commerce en ligne ou qu'on offre un service en personne, il faut qu'on ait un contrat de service avec nos clients ou des termes et conditions. Donc, tantôt, on va regarder qu'est-ce qui est requis. Et une fois qu'on a lancé l'entreprise et qu'on commence à la faire croître, on va arriver au point où on doit bâtir notre équipe. Donc, je vais expliquer qu'est-ce qu'on va prendre en considération lorsqu'on veut commencer à recruter notre premier employé. Et on va aussi parler de la saine gestion de vos finances. Donc, avoir une entreprise signifie qu'on génère des revenus, qu'on a des dépenses, mais il faut aussi savoir comment est-ce que ça fonctionne, la fiscalité, notre comptabilité, quelles sont nos obligations pour s'assurer d'être toujours conforme. Pour débuter, on va parler de sa forme juridique. Je serais curieuse de savoir parmi les participants qui sont déjà en affaires, est-ce que vous avez déjà choisi votre forme juridique? Est-ce que vous hésitez? C'est quoi un peu votre statut? Par exemple, c'est Nabou qui a partagé son site web. Pour quelle forme juridique est-ce que tu as opté? En attendant d'avoir vos réponses, je vais parler de l'importance de bien choisir. Lorsqu'on se lance, on va souvent avoir l'option, soit on est travailleur autonome, ou soit on veut vraiment créer une compagnie, donc avoir une société par action. Ce qui est important, c'est qu'il faut prendre une décision qui est personnelle à vous et qui vous convient réellement. Je rencontre souvent des entrepreneurs qui vont opter pour une incorporation parce qu'ils ont entendu que c'était plus crédible ou que c'était quelque chose qui faisait plus de sens ou leur ami avait fait la même chose. Donc, ils créent la société par action puis ils ont l'impression d'avoir fait un pas vers l'avant parce qu'ils ont maintenant une compagnie. En réalité, il faut prendre plusieurs aspects en considération. Entre autres, il faut voir quel est le chiffre d'affaires qu'on anticipe de faire. Donc, est-ce qu'on est déjà certain qu'on va générer, exemple, 50 000, 60 000, 100 000, ou est-ce qu'on est encore au balbutiement et on doit déterminer si le produit ou le service qu'on veut offrir est disponible et il y a un intérêt pour. Concrètement, est-ce que les gens veulent ce que je veux proposer? Si on est encore à la phase où on veut valider ce qu'on propose, alors je recommande toujours de commencer par l'entreprise individuelle comme Senabou a mis, parce que typiquement, c'est facile à faire, ça ne demande pas trop de coûts et ensuite, on peut faire la transition vers l'incorporation. Un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est l'impact fiscal. Concrètement, selon la forme juridique que je choisis, ça va jouer un rôle sur le taux d'imposition, l'impôt que je vais devoir remettre au gouvernement. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important parce qu'on veut s'assurer qu'on ne
choisit pas la mauvaise forme puis qu'on paie trop d'impôts. On va regarder ça dans quelques instants. Ensuite, on a le point qui concerne la protection de sa responsabilité personnelle. En d'autres mots, c'est est-ce que je vends un produit ou un service qui est risqué? On a des clients qui sont dans la restauration, par exemple. Lorsqu'on a quelqu'un qui opère un restaurant, c'est sûr qu'on va lui dire de ne pas opter pour une entreprise individuelle parce qu'il y a un certain risque associé à la restauration. On a tous déjà entendu des histoires où un client vient, il a une réaction allergique, il n'est pas content, il poursuit le restaurant. Si on est incorporé, on vient protéger sa responsabilité personnelle, dire qu'on ne pourra pas être tenu responsable pour le dommage qui a été causé. C'est la compagnie qui va être responsable et qui va dédommager. Donc, si la compagnie a suffisamment d'argent, tant mieux, mais si elle n'en a pas suffisamment, malheureusement pour la personne, on ne pourra pas venir chercher vos actifs personnels comme votre maison. Ensuite, il faut aussi valider, est-ce que lorsque je me lance, j'aurai besoin de financement? Est-ce que je vais avoir besoin de faire appel à des investisseurs? Parce que le cas échéant, ils vont vouloir des parts dans votre entreprise et s'ils veulent des parts dans l'entreprise, ben alors l'incorporation ferait plus de sens que l'entreprise individuelle. Maintenant, on va comparer 3 formes juridiques les plus communes. L'entreprise individuelle, la société en nom collectif si on est plusieurs et la société par action. Pour ceux qui ont opté pour l'entreprise individuelle, ils sont familiers déjà avec la démarche, donc c'est assez facile à faire. Les frais de démarrage sont très peu élevés. On procède sur le site du registraire des entreprises du Québec et les frais sont autour de 35 $. On n'a pas besoin d'un avocat pour procéder, c'est assez facile. Et la gestion aussi de vos finances en tant qu'entreprise individuelle est relativement simple parce que concrètement, l'ensemble des profits qu'on génère comme travailleurs autonomes, on vient les ajouter à nos revenus de salariés si on a encore notre emploi. Beaucoup de nos clients vont commencer en étant salariés, plus ils sont entrepreneurs à temps partiel. Donc, lorsqu'on opte pour l'entreprise individuelle, ça veut dire que l'année prochaine, en avril 2023, durant la saison des impôts, on viendrait déclarer l'ensemble des profits, plus on donnerait notre T4 de notre employeur pour déclarer les revenus qu'on a perçus. Donc, on fait une seule déclaration, ce qui est assez simple. Au niveau des désavantages, c'est sûr que lorsqu'on est travailleur autonome, on assume l'ensemble des risques à notre nom. J'ai déjà eu un cas au bureau d'une entrepreneur qui avait lancé son entreprise comme entreprise individuelle. Elle avait pris une carte de crédit entreprise parce que tu peux quand même prendre une carte de crédit spécifique comme carte affaires, juste pour faire la distinction entre ta comptabilité personnelle et la comptabilité de l'entreprise. Et en fait, elle n'avait pas réalisé que la carte de crédit entreprise, même si tu fermes l'entreprise éventuellement parce que ça ne fonctionne pas, ben c'est toi qui es responsable. Donc, finalement, elle s'est retrouvée à devoir considérer de faire faillite parce qu'elle avait mal calculé son risque. Donc, c'est important de savoir qu'on assume seul les risques et qu'on engage donc notre responsabilité personnelle. Et ça, c'est valide en passant pour la carte de crédit, même si on décide de s'incorporer. Les banques vont souvent demander à ce que vous agissiez comme caution en même temps que la société. Donc, finalement, on demeure responsable en tant que personne. Et au niveau des désavantages, il arrive que pour certaines institutions qui veulent offrir du financement, qu'elles exigent que vous optez pour une autre forme juridique que travailleur autonome. Et le dernier point, c'est encore une fois par rapport à l'impôt. Il faut garder en tête, surtout si vous avez un chapeau de travailleur autonome et un chapeau de salarié en même temps, plus vous générez des profits avec votre activité d'entreprise, plus vous aurez à payer de l'impôt. En tant que salarié, présentement, quand vous recevez votre salaire, c'est net d'impôt, dans le sens que l'impôt a été prélevé à la source par l'employeur qui doit le remettre au gouvernement. Lorsqu'on est entrepreneur, on perçoit des revenus, mais il n'y a pas d'impôt qui a été prélevé. Donc, c'est à vous de mettre de l'argent de côté. Puis, en tant que travailleur autonome, plus on génère des revenus, ben, plus on devra remettre de l'impôt. Donc, c'est à prendre en considération, surtout si on a déjà un salaire. Donc, on commence à être élevé dans les échelles de taux d'imposition.
Ensuite, on va regarder brièvement la société en nom collectif. L'acronyme, c'est SENC. Concrètement, ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer en affaires à plusieurs, mais qui veulent garder ce statut de travailleur autonome. Donc, lorsqu'on est une société en nom collectif, on est comme plusieurs travailleurs autonomes qui s'associent entre eux. Et ça fait en sorte que c'est très similaire. Les frais de démarrage sont très peu élevés. On vient mettre ici nos ressources en commun avec nos partenaires pour offrir un service ou un produit sous le même nom. Ça revient à la même chose. Donc, tous les revenus qu'on génère, on va venir les attribuer aux différents associés. Donc, concrètement, disons qu'on a généré 100 000 $ de profit à 3 partenaires à travers une société en nom collectif. La société en nom collectif n'a pas besoin de déclarer ses propres revenus. Ce sont les associés qui doivent déclarer leurs revenus. Par conséquent, à la fin de l'année, au 31 décembre, on va venir diviser les profits en 3 ou selon la proportion déterminée. Puis vous venez ajouter ces profits-là à votre déclaration de revenus, puis vous combinez votre déclaration perso avec votre salaire, si vous avez encore un salaire, et vos profits en tant qu'associé. Au niveau des désavantages qui sont en lien avec le fait d'avoir des partenaires et d'opter pour la société en nom collectif, c'est que c'est sûr qu'on recommande toujours d'avoir un contrat de partenariat. Donc, dès qu'on est plusieurs, il faut qu'on ait un contrat pour déterminer comment est-ce qu'on veut travailler ensemble. Est-ce que quelqu'un peut quitter du jour au lendemain s'il quitte? Est-ce que je lui remets la moitié des profits? Si quelqu'un est beaucoup moins impliqué que prévu, comment est-ce que je peux me débarrasser de mon partenaire? Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le contrat de partenariat. Et vous noterez que j'ai indiqué ici qu'on a une obligation de s'immatriculer et je vais expliquer c'est quoi dans quelques instants. Une chose qu'il faut absolument faire attention lorsqu'on a des associés, c'est qu'on est responsable pour leurs actes aussi. Donc, il faut bien choisir les gens avec qui on s'associe parce qu'on ne peut pas se dissocier de ses partenaires. Si on a un partenaire qui décide de frauder les clients et que les clients reviennent vers moi pour me dire « Écoute, l'entreprise m'a fraudé », on ne peut pas dire « Ah non, c'est pas moi, c'était lui ». En tant qu'associé, on est tous responsables. Et au niveau de l'impact fiscal, c'est très similaire, encore une fois. Plus on génère des profits, plus on aura à payer de l'impôt à titre personnel. Ici, on parle de l'immatriculation. Concrètement, l'immatriculation, c'est le terme officiel pour enregistrer son entreprise. On a 3 personnes qui ont répondu dans le chat tantôt ou 2 pour dire qu'une elle a une société par action, puis elle a une entreprise individuelle. Lorsqu'on a une entreprise individuelle, il faut quand même qu'on aille l'enregistrer sur le site du registraire des entreprises du Québec. Donc, on a le REQ, l'acronyme. Si on est seul en affaires, disons que j'ai mon salon de coiffeur, si j'utilisais mon nom et mon prénom pour offrir le service, donc juste Anne Edma-Louis qui offre un service de coiffure, ma page Instagram, c'est à mon nom, mon salon n'a pas de nom, je ne suis pas obligée de m'inscrire sur le site du gouvernement. Mais du moment où on utilise un nom qui est différent de son nom, comme ici, je vois qu'on avait Sienabou qui a partagé le site Naboula Boutique, forcément, son nom n'est pas le nom de l'entreprise. Et là, ça devient donc obligatoire de s'enregistrer pour que le grand public soit en mesure de voir qui est derrière Naboula Boutique. Donc, ça, c'est obligatoire. Et une fois qu'on s'enregistre, on va avoir ce qu'on appelle un numéro d'entreprise du Québec. Et on va être en mesure d'ouvrir un compte bancaire pour notre entreprise, qu'elle soit individuelle ou société par action. Je recommande d'avoir un compte bancaire qui est différent pour faciliter la gestion des finances entre nos finances personnelles et celles de l'entreprise. Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'immatriculation ou le fait de s'enregistrer sur le site du REQ n'est pas une garantie qu'on a l'exclusivité sur le nom. Ça n'empêche pas quelqu'un d'autre d'utiliser un nom qui est similaire ou le même nom pour son entreprise aussi. Puis on va regarder tout à l'heure comment ça fonctionne si on veut avoir cette exclusivité. Est-ce qu'on a des questions? Tout est correct jusqu'à présent.
Sénabou, je vais répondre en fait dans quelques instants parce que là, je vais comparer avec la société par action. Puis après, on va faire un récap, une comparative des deux pour que je puisse vous guider dans la réflexion. Donc, quand est-ce que c'est le bon moment de faire la transition comme travailleur autonome ou société en nom collectif vers l'incorporation? Donc, ça dépend du chiffre d'affaires que vous générez. Si vous générez plus de profits que vos dépenses et aussi votre salaire dont vous avez besoin, l'incorporation devient pertinente. Concrètement, il faut qu'on génère plus d'argent que ce qu'on a besoin. Si l'entreprise, elle dégage un profit de 50 000 mais que vous avez besoin d'un salaire de 50 000 aussi pour vivre, alors l'incorporation n'est pas encore pertinente finalement. Si vous avez l'opportunité de vendre une partie de l'entreprise ou la totalité, l'incorporation serait intéressante parce que c'est plus facile de vendre les actions puis de tout mettre dans la société. Donc, ça se fait une transaction plus simple de vendre ces actions. Si on recherche aussi à avoir du financement, l'incorporation devient pertinente et comme je le mentionnais déjà tout à l'heure, s'il y a des risques de poursuite. Pour répondre aux questions qui ont été posées entre-temps, est-ce que le SENC est semblable à une incorporation? Oui et non, dans le sens que la société en nom collectif, on a des associés qui ont des parts, mais ce n'est pas pareil parce que la société en nom collectif, elle n'a pas sa propre déclaration de revenus. Avec les profits qui vont rester à la fin de l'année, on doit forcément les attribuer aux associés, alors que la société par action, elle fait sa propre déclaration de revenus, elle a son propre compte bancaire, elle paie ses propres impôts. Alors que la SENC, elle ne paie pas d'impôts, ce sont les individus qui sont partenaires qui paient l'impôt pour elle. Ensuite, pour répondre à la prochaine question, est-ce que c'est considéré de faire affaire sous son nom s'il y a des ajouts après le nom, par exemple Pierre Tremblay Réparation? Bonne question. Oui, c'est considéré sous son nom si on met son nom complet puis on met ensuite la fonction qu'on occupe. Maintenant, on vient parler plus en détail de l'incorporation, puis on avait déjà une participante tantôt qui avait répondu, elle est déjà incorporée. Donc, concrètement, ce qui est intéressant avec l'incorporation, c'est que le taux d'imposition, il est plus petit, plus bas, il est fixe en fait. Donc, concrètement, sur les profits de la société, au Québec, on va payer 20 d'impôts sur les premiers 500 000 $. On paie un peu moins d'impôts si on a plusieurs employés, mais je n'irai pas dans les détails aujourd'hui. De base, lorsqu'on débute, on a un 20 contrairement au taux progressif des particuliers. Vous le savez, vous avez tous déjà occupé un emploi ou vous en occupez un présentement. Plus on génère de revenus, plus on paie d'impôts. C'est le principe de l'impôt progressif. La société ne connaît pas ça. Elle a un taux fixe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi ses propres dettes. Donc, elle signe ses propres contrats. C'est elle qui est considérée comme étant celle qui offre le service. C'est pour ça que si le restaurant, on a un client qui a une réaction énergique, comme j'avais donné comme exemple un peu plus tôt, mais on considère que c'est le restaurant qui offrait le service et non le chef ou le cuisinier derrière. Donc, on poursuit vraiment la compagnie. Et ce qui est intéressant avec la société par action, c'est que parce que son taux d'imposition est plus bas, je recommande toujours de sortir seulement l'argent dont vous avez besoin pour subvenir à vos besoins à vous. Donc, si la compagnie dégage un profit de 100 000 $, mais que vous avez besoin d'un salaire de 50 000 $, sortez juste le 50 000 $, puis laissez le reste dans la compagnie parce qu'elle, elle paie moins d'impôts. Alors que si vous sortez systématiquement trop d'argent, ben, ce n'est pas intéressant parce que vous allez payer beaucoup plus d'impôts en tant qu'individu et vous n'en avez techniquement pas besoin. Pour répondre à une question dans le chat, est-ce que la SENC, c'est l'équivalent du LLC? Et oui, c'est l'équivalent du LLC, dans le sens où c'est une entité transparente. Donc, les associés vont venir s'imposer sur les revenus de la compagnie, pas la compagnie, de la société en nom collectif. Elle n'a pas son propre taux d'imposition.
Les avantages, ça dépend vraiment parce que si on génère trop de profit, ce n'est pas intéressant parce que les associés vont payer trop d'impôts. Mais lorsqu'on démarre à plusieurs, je trouve que c'est approprié comme forme juridique parce que ce n'est pas coûteux à mettre sur pied. Puis ça permet de prendre le temps de voir dans quelle direction est-ce qu'on va. Puis quand on voit qu'on atteint une certaine stabilité financière, on peut basculer vers l'incorporation. Au niveau des désavantages de l'incorporation, c'est sûr que l'incorporation, elle est plus coûteuse en termes de frais de démarrage. Déjà, les frais du gouvernement sont plus élevés. On est autour de 336 $. Et ensuite, je recommande de faire appel à un avocat lorsqu'on s'incorpore pour vraiment avoir un livre de minutes qui indique l'historique de la société. Puis aussi, comme on parle d'une société par action, une incorporation, elle peut donc émettre des actions. Donc, lorsqu'on fait appel à un professionnel, ça permet d'avoir déjà différents types d'actions qu'on peut émettre, comme des actions votantes, non votantes. Donc, si éventuellement on a des partenaires, on pourrait leur donner des actions non votantes si on a pris le temps d'avoir un portfolio d'actions qui est diversifié. Comme je le mentionnais tout à l'heure, la société par action, elle a son propre taux d'imposition à elle. Elle fait sa propre déclaration de revenus. Donc, par conséquent, c'est sûr qu'il y a plus de paperasse parce qu'on doit faire la tenue de livre pour la compagnie, faire ses impôts à elle et faire les nôtres quand même. Et pour répondre à la question de Sénabou, est-ce que la société par action, on est obligé d'être plusieurs? Non, on peut être l'unique actionnaire. Donc ici, j'ai partagé à l'écran un comparatif entre le statut de travailleur autonome ou société en nom collectif et l'incorporation. Donc, on peut voir un peu c'est quoi les points qu'il faut retenir. Concrètement, lorsqu'on est travailleur autonome ou société en nom collectif, les profits qu'on génère vont s'ajouter à vos autres sources de revenus. Donc, si vous avez le chapeau d'entrepreneur et celui de salarié, on combine le tout. Ce qui est intéressant lorsqu'on est travailleur autonome, au début, on va avoir des dépenses d'entreprise, peut-être même plus de dépenses que de rentrée de fonds. Mais toutes les dépenses que vous avez, c'est déductible de vos revenus. Alors que si vous vous incorporez trop tôt et que vous ne générez pas encore d'argent, c'est la compagnie qui paye pour ces différentes dépenses, techniquement, et la compagnie, elle, c'est vous qui allez devoir la financer. Je vais avoir des clients qui vont prendre 5 000, 10 000 de leur poche pour le mettre dans la compagnie pour qu'elle puisse payer pour ces différentes dépenses. Sauf qu'ils auraient été mieux de démarrer à leur nom puis de déduire les différentes dépenses qu'ils payent pour réduire leur impôt personnel plutôt que de le mettre dans la compagnie parce que la compagnie, elle, si elle ne génère pas assez de revenus, on va clôturer nos années fiscales à perte. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser ces pertes-là à notre avantage, alors qu'en réalité, c'est nous qui avons pris notre argent personnel pour le mettre dans la compagnie. Et comme on mentionnait tout à l'heure, le taux d'imposition pour les travailleurs autonomes et les sociétés en nom collectif, c'est progressif. Plus on génère de revenus, plus on paie d'impôts. Et en tant qu'associé d'une SENC, plus on génère des revenus, plus il faut les partager puis les ajouter aux associés. Et alors que l'incorporation, c'est fixe. Elle a son 20 d'actifs jusqu'à 500 000 $ de profit. Ça se termine pour le volet sur le choix de la forme juridique. Est-ce qu'il reste des questions sur tout ce qui concerne l'incorporation, travailleur autonome? Si on n'a pas de questions, j'ai 3 questions pour vous pour démystifier quelques mythes dont j'entends parler à l'occasion de la part de nos clients. Il va arriver qu'on a des clients qui vont nous dire j'ai entendu dire que je dois déclarer mes revenus seulement à partir de 10 000 $ ou à partir de 30 000 $, puis avant ce moment, ce n'est pas nécessaire. La réalité, c'est que lorsqu'il s'agit de déclarer ses revenus au gouvernement, il n'y a pas de seuil minimum. Dès qu'on génère 1 $ de profit, c'est des revenus qu'on doit déclarer. On n'a pas d'exemption, il n'y a pas un montant à partir duquel on doit le faire, puis avant ça, on n'a pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Même si on a généré 10 000 $ avec notre activité la première année, ce sont des revenus qu'on est censé déclarer au gouvernement.
Ensuite, et la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on doit s'inscrire à la TPS-TVQ? J'ai des clients qui vont avoir la bonne réponse, d'autres non, parce qu'ils vont confondre la question 1 et la question 2. Lorsqu'on démarre son activité, son entreprise, on n'est pas obligé de s'inscrire à la TPS-TVQ jusqu'à ce qu'on atteigne un chiffre d'affaires de 30 000 $. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires minimum de 30 000 $ avec la question numéro 1 qui était à partir de quel moment est-ce qu'on doit déclarer ses revenus. En d'autres mots, on doit déclarer ses revenus à partir du premier dollar, mais on est obligé de s'inscrire à la TPS-TVQ seulement lorsqu'on a atteint 30 000 $ de chiffre d'affaires. Certaines entreprises vont quand même s'inscrire à la TPS-TVQ avant parce qu'elles ont des dépenses d'entreprise. Disons que vous avez besoin d'acheter du matériel informatique, vous louez un local. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez payer la TPS-TVQ sur toutes sortes de dépenses. Mais si vous êtes déjà inscrit, vous avez le droit de récupérer cet argent. Vous pouvez vous faire rembourser. Ce qui veut dire que c'est comme si vous achetez un ordinateur à 2 000 $ plus taxes. Vous allez avoir environ 300 $ de taxes dessus. Mais si vous êtes inscrit à la TPS-TVQ, vous pourriez demander à vous faire rembourser ce 300 $. Et ce, même si vous ne générez pas encore de revenus avec votre activité. Donc, c'est pour cette raison que parfois, des clients au jour 1 vont quand même s'enregistrer à la TPS-TVQ. Et si on prévoit avoir des clients à l'étranger, aux États-Unis par exemple, est-ce qu'on doit s'incorporer au fédéral ou au provincial? C'est une question qui revient régulièrement. Le fait de s'incorporer au niveau du Québec ou au niveau fédéral, ça ne change rien. On peut avoir des clients partout dans le monde. Notre forme juridique n'impacte pas ça. Est-ce que tout est beau jusqu'à présent ou est-ce qu'on a des questions par rapport aux 3 mythes que je viens juste de démystifier? Parfait. Maintenant, on va venir parler de son image de marque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Concrètement, c'est le nom d'entreprise ou le nom d'un produit ou d'un service. Je fais la distinction entre le nom d'entreprise, produit, service parce que, disons qu'on pense à une entreprise comme L'Oréal. L'Oréal a son nom d'entreprise qui n'est peut-être même pas L'Oréal, mais disons que c'est L'Oréal le nom, OK? Il y a ça. Et ensuite, elle a différents produits. Donc, elle va avoir, exemple, son mascara qu'elle va appeler Multilash. Multilash, c'est le nom du produit. L'Oréal serait le nom de l'entreprise. Mais autant L'Oréal que Multilash doivent être des noms qui sont originaux, qui sont uniques et qui ne copient pas le nom de quelqu'un d'autre. Donc, dans votre cas, on va avoir le nom de votre entreprise, mais vous pouvez aussi peut-être avoir des noms de produits ou de services qui sont très originaux et que vous mettez de l'avant. Et ça, il faut aussi s'assurer qu'on fasse attention lorsqu'on les choisit. À l'écran, je vais partager des exemples de clients avec qui on travaille qui ont des noms qui sont originaux. Et dans le premier cas, avec Café chez Teta, on a aussi un logo qui est original. Lorsqu'on choisit un nom pour son entreprise, il faut qu'on fasse plusieurs recherches parce qu'on veut s'assurer qu'il est unique. Donc, comme sûrement plusieurs d'entre vous, on va aller sur le site du registraire des entreprises du Québec pour aller vérifier est-ce que le nom est disponible. C'est le premier réflexe. Il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que sur le site du REQ, on parle uniquement du Québec. C'est important aussi pour vous de valider, est-ce qu'à travers le Canada, mon nom est disponible? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un en Alberta peut-être qui utilise le même nom? Ça, c'est important de vérifier aussi parce qu'il n'y a rien qui garantit que vous allez seulement vouloir desservir la province du Québec. Ensuite, il faut aussi vérifier, disons que vous avez une boutique en ligne, si vous voulez vendre aux États-Unis, autant le nom de votre boutique
devrait être disponible au Canada, aussi sur des marchés que vous ciblez, comme les États-Unis. Ça va être facile à faire au début parce que vous allez pouvoir chercher votre nom de domaine. Donc, quand vous allez acheter votre nom de domaine, vous allez voir si le .com ou le .ca est disponible. Mais il y a un dernier point qu'il faut vérifier. Il faut aussi vérifier que le nom est éligible pour ce qu'on appelle un trademark, une marque de commerce. Une marque de commerce, c'est ce qui permet d'avoir l'exclusivité sur un nom à travers le pays. Chaque pays a son système ou son registre des marques de commerce et c'est avec une marque de commerce qu'on peut réclamer l'exclusivité. Donc, c'est ce qui fait en sorte que si quelqu'un décidait d'utiliser un nom similaire au vôtre, avec la marque de commerce, vous pouvez lui envoyer une lettre et lui dire « Ce nom m'appartient, j'ai ma marque de commerce et je t'exige d'arrêter d'utiliser le nom. » Donc, c'est pour ça que lorsque je dis qu'il faut commencer par chercher sur le site du REQ, c'est la première étape, mais ce n'est pas suffisant parce que sur le site du REQ, on voit pas s'il y a d'autres marques de commerce à travers le Canada. On ne sait pas ce qui se passe dans les autres provinces non plus, puis on ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis. Puis si on pense vendre ces produits aux États-Unis, alors il faut regarder s'il y a des marques de commerce aussi aux États-Unis. Ici, j'ai mis le restaurant Café chez Teta, avec qui on a travaillé pour s'assurer que le nom était disponible, qu'il était original, éligible pour une marque de commerce. Puis, vous voyez que le logo est quand même assez original. On peut aussi faire un dépôt de marque de commerce pour un logo. Comme ça, on sait que notre logo va nous appartenir à nous, puis qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va ouvrir un restaurant, puis qui va mettre un logo qui ressemble à ça. Donc, ça nous donne vraiment cette exclusivité. Après, j'ai partagé aussi l'entreprise juste en dessous, Be Kind. Eux ont une boutique en ligne, mais ont également pignon sur rue. Et comme vous pouvez le voir, le nom Be Kind, c'est très original parce que c'est comme un jeu de mots en même temps avec Be Kind. Puis leurs valeurs sont très, ça se rapproche beaucoup de ça, sont contre la cruauté animale. Ils redonnent beaucoup à la communauté. Donc ici, avec un nom comme celui-ci, on veut s'assurer qu'il nous appartient et c'est ce qu'elles ont fait. Et on a aussi la compagnie à côté, Mimi et Auguste, qui vendent en ligne, mais qui ont aussi une boutique physique. Et dans leur cas aussi, c'est important de venir protéger ce nom parce qu'ils ont pris le temps de trouver un nom qui est original. C'est une belle combinaison. Mais maintenant, ils savent que c'est impossible pour quiconque d'avoir un nom similaire au Canada. Et quand on dit le même nom ou similaire, ce n'est pas juste le nom tel qu'on le voit ici. Ce serait impossible, exemple, pour quelqu'un de prendre Auguste et Mimi, ou de prendre Mimi et Og, ou d'avoir Café chez Tuto. Donc, on vient vraiment chercher les différentes variations pour vous protéger, pour que ça vous appartienne juste à vous. Lorsqu'on prend la peine de bien choisir son nom, puis d'avoir l'exclusivité dessus, ça nous permet d'anticiper notre expansion à l'étranger. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut aller vendre à l'international, on sait que c'est possible parce qu'on sait qu'aux États-Unis, le nom est disponible, qu'on n'aura pas besoin de changer. On peut franchiser notre concept. Donc, si quelqu'un a un salon de coiffure et que quelqu'un est intéressé à ouvrir la même chose, une franchise à Miami, en ayant fait ces démarches, je sais que ça va être possible pour moi d'ouvrir le même salon avec le même nom que j'ai déjà choisi au Canada, mais aux États-Unis. Donc, c'est plus facile de franchiser. C'est le même principe quand on voit des franchises comme Taille Express. Il y a des Taille Express partout à travers le Canada, mais c'est possible parce qu'ils ont l'exclusivité sur le nom. Ça leur permet de capitaliser dessus puis d'aller partout s'étendre et d'avoir des personnes qui veulent devenir franchisées et bénéficier de leur notoriété. Et finalement, d'avoir sa marque, ça permet de diversifier ses produits à travers notre marque. J'ai partagé à l'écran 2 exemples. Le premier, c'est une cliente, Happy Moments. Elle, à la base, c'est une coach en bien-être au travail. Elle voulait qu'on fasse le dépôt de la marque Happy Moments parce qu'elle créait des Happy Moments en milieu de travail. Ce qu'on a fait, on a aussi protégé le logo. Et maintenant, elle offre aussi des produits dérivés. Elle offre des jeux
les jeux qu'on peut utiliser dans un contexte professionnel. Donc, au bureau, ça va être des jeux qui vont permettre de faire du team building. Donc, d'avoir l'exclusivité sur Happy Moments lui permet d'avoir la paix d'esprit de décliner plein d'autres produits et services. Ça peut être les jeux, ça pourrait être des retraites, ça pourrait être autre chose, mais ce sera toujours avec Happy Moments parce qu'elle a vraiment sécurisé son nom. Et l'autre exemple, c'est un entrepreneur assez connu au Québec, Olivier Primo, qui a le Beach Club, mais qui a aussi des produits à l'épicerie qu'on va retrouver, comme les boissons alcoolisées, également des aliments. Mais toujours avec la même chose, Beach Day Everyday, c'est sa signature, mais elle lui appartient vraiment parce qu'il a fait le dépôt de la marque de commerce. Pour répondre à la question de Eleonore, l'enregistrement du nom comme marque de commerce peut être dans une autre langue parce que là, on n'est plus dans la notion du Québec, on est vraiment, les marques de commerce, c'est à travers le pays, c'est national, donc le français et l'anglais, ça n'a plus d'importance. Si quelqu'un ne prend pas la peine de bien choisir son nom d'entreprise, malheureusement, il peut avoir des conséquences. Donc, si on n'a pas réalisé que quelqu'un avait déjà un nom qui était similaire et avait fait son dépôt de marque de commerce, cette personne peut nous demander de changer de nom. Et à l'écran, j'ai partagé un exemple de mise en demeure qu'a reçu une cliente, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque 3 mois. On a toujours des entrepreneurs qui vont venir nous voir, qui n'ont pas de marque de commerce et qui se font dire par une autre entreprise qu'ils doivent changer de nom parce qu'ils ont copié quelqu'un d'autre sans même s'en apercevoir. Il y en a qui ne réalisent pas du tout, en fait, que le nom n'était pas disponible parce qu'ils ont seulement regardé sur le site du REQ, mais ce n'est pas suffisant. Et comme on peut le voir dans la lettre, on leur a demandé de cesser immédiatement d'utiliser le terme et on a dû négocier avec cette entreprise pour qu'ils aient 3 à 6 mois pour prendre le temps de changer de nom. Donc, ce que ça crée comme problème, c'est que ça crée de la confusion auprès de la clientèle. Ça peut amener à perdre des ventes et ça peut nous discréditer auprès de potentiels investisseurs. Est-ce qu'on a des questions sur tout ce qui concerne le nom d'entreprise? Maintenant, on va regarder tout ce qui concerne les contrats qui sont nécessaires. Ici, j'ai parlé spécifiquement des contrats qui sont nécessaires lorsqu'on a un site web de e-commerce, pour être plus spécifique aux transactions ou au commerce en ligne. Mais concrètement, lorsqu'on a une boutique en ligne ou même lorsqu'on a peut-être un service qu'on offre en personne, mais qu'on a aussi des ventes qu'on peut faire en ligne, donc on vend autant hors ligne qu'en ligne, c'est important d'avoir nos termes et conditions, donc d'avoir des conditions d'utilisation. Ça, concrètement, c'est ce qui permet à l'utilisateur, au consommateur, de savoir ce qu'il peut ou ne peut pas faire sur votre site web. Ensuite, il faut avoir une politique de confidentialité. Et ça explique qu'est-ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire avec les données de vos clients, de vos consommateurs. Donc, si quelqu'un achète en ligne et que vous avez accès, exemple, à son numéro de carte de crédit, à son adresse, vous vous engagez à traiter de façon confidentielle ces données. Donc, dans cette politique, vous venez expliquer comment est-ce que vous allez vous y prendre. Et ensuite, on a la politique d'échange, retour et remboursement qui est très importante parce que concrètement, cette politique, c'est ce qu'on va souvent regarder. C'est rare qu'on va regarder les conditions d'utilisation ou la politique de confidentialité entre vous et moi, mais lorsque j'achète en ligne, je regarde toujours la politique d'échange, de retour et remboursement parce que je veux savoir si je suis insatisfaite ou si ce n'est pas la bonne taille, est-ce que je me fais rembourser ou est-ce que je vais avoir un crédit, par exemple. Puis un dernier point qui est important avec le commerce en ligne ou juste les relations en ligne avec vos clients ou votre communauté, c'est que si vous voulez leur envoyer des courriels, assurez-vous d'obtenir leur consentement pour leur envoyer des infolettres. Et ça, vous pouvez l'obtenir en mettant une case à cocher à cet effet lorsqu'on vous envoie ou lorsqu'on vous donne le courriel. Comme ça, la personne, elle acquiesce et elle souhaite recevoir des informations, des promotions ou quoi que ce soit.
Maintenant, on va se projeter un peu dans le futur. C'est peut-être pas pertinent tout de suite maintenant, mais éventuellement, vous allez générer des revenus importants et vous allez avoir besoin de recruter pour pouvoir continuer à faire croître votre entreprise. Et à ce moment-là, il faudra qu'on pense à embaucher et vous allez devoir vous demander certaines questions. Est-ce que j'embauche un travailleur autonome? Est-ce que je recrute un employé? Est-ce que je prends un employé à temps plein ou un employé à temps partiel? Donc, ça va vraiment dépendre, mais je vais donner un exemple plus concret. Disons que vous avez un salon de coiffeur. On va rencontrer souvent des clientes qui vont se demander est-ce qu'elles prennent d'autres travailleurs autonomes qui travaillent dans leur salon ou est-ce qu'elles devraient prendre une employée puis vraiment payer un salaire, puis faire les retenues à la source, puis les cotisations et tout ça. Il arrive que des entrepreneurs vont opter pour l'option du travailleur autonome parce que ça semble plus facile. Le travailleur autonome vous donne ses heures qu'il a travaillées, puis il a un taux horaire, c'est tout. On n'a pas besoin de payer pour ses vacances, il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas d'avantages, rien. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas juste à nous de décider, ce n'est pas entièrement à notre discrétion. Si on a quelqu'un qui travaille avec nous et qui travaille avec nous à temps plein, il n'a pas d'autres sources de revenus, on lui donne le matériel informatique pour travailler, et etc. Même si j'aurais voulu qu'il soit un travailleur autonome parce que c'est moins cher pour moi, il va être considéré comme un employé. Puis Revenu Québec peut trancher et dire cette personne-là, c'est un employé et non un travailleur autonome et vous demander de remettre l'ensemble des cotisations que vous n'auriez pas pris à l'origine. Pour ces raisons, c'est important que vous vous informiez sur les réels coûts qui sont associés au recrutement. Il y a beaucoup de mythes parce qu'on a l'impression que recruter un employé, ça coûte une fortune. On a l'impression qu'on n'a pas les moyens, mais ce n'est pas aussi dispendieux que ça peut en avoir l'air. Il y a plein de sites qui peuvent vous aider à faire des simulations puis à vraiment calculer combien ça coûte en tant qu'employeur, combien est-ce que l'employé va récupérer entre ses poches, entre ses mains. Donc, ne vous laissez pas impressionner ou n'ayez pas peur basé sur ce que quelqu'un a dit. Allez vraiment calculer si je paie quelqu'un 16 de l'heure et qui travaille 20 heures, combien est-ce qu'il va recevoir en net, puis combien ça me coûte en tant qu'employeur. Vous allez voir que c'est vraiment pas si pire que ça. Et lorsqu'on est prêt à embaucher, bien, c'est important de bien définir c'est quoi le rôle et les fonctions des membres de l'équipe qu'on veut embaucher et est-ce que les personnes qu'on souhaite recruter vont nous permettre de mieux pouvoir développer l'entreprise. Donc, il faut s'assurer qu'on recrute pour des rôles qui vont faire une différence. Et finalement, j'ai mis les logos de Facebook et Airbnb parce que lorsque les gens travaillent pour des compagnies comme celle-ci, ils vont souvent offrir à leurs employés des avantages comme des actions dans l'entreprise ou des bonus intéressants comme ils vont offrir le lunch, ils vont offrir des avantages comme payer pour le gym. Ils vont sortir un peu du cadre qu'on est habitué avec les assurances santé pour offrir des avantages qui sont différents, qui sont originaux. Et vous aussi, en tant que petite entreprise, vous pouvez vous distinguer en pensant un peu plus out of the box et non de vous dire ah, mais si j'ai des employés, il me faut des assurances santé. Ce n'est pas obligatoire jusqu'à ce qu'on atteigne un certain nombre d'employés. Par conséquent, n'hésitez pas à vous distinguer autrement. Exemple, si vous prenez un employé à temps plein pour la première fois, la flexibilité de nos jours, maintenant, c'est travailler de la maison. Ça peut être d'avoir les vendredis après-midi off. Donc, pensez différemment pour pouvoir vous démarquer dans un marché qui est très saturé. Avant de passer à la prochaine slide, je vais juste répondre à une question de Eleanor. Pour les politiques de confidentialité, est-ce qu'il faut faire affaire avec un avocat? Comment savoir quoi indiquer? C'est sûr que c'est l'idéal. Lorsque les clients démarrent et qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ils vont nous dire qu'ils vont commencer par aller voir un site web d'un concurrent qui est plus gros pour voir c'est quoi leur thème, c'est quoi leur politique, pour voir est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils peuvent appliquer les mêmes. Donc, ça ne me choque pas vraiment lorsque quelqu'un me dit qu'il va faire ça pour débuter. Mais c'est sûr qu'ultimement, vous voulez avoir vos propres politiques à vous et les faire rédiger par un avocat. Maintenant, on va venir discuter de ses revenus, comment réduire ses impôts en tant qu'entrepreneur.
Donc, en d'autres mots, le principe est vraiment simple. Lorsque vous générez un chiffre d'affaires, exemple 100 000 de chiffre d'affaires, vous allez avoir des dépenses d'entreprise. J'ai mis quelques exemples à l'écran. Ce ne sont pas l'ensemble des exemples. Il y a plein de dépenses qui sont admissibles, puis c'est vraiment simple. Toute dépense que vous faites pour générer des revenus est une dépense admissible. Donc, exemple, j'ai mon bureau à domicile présentement parce que j'anime cette présentation. J'ai, exemple, dû acheter un bureau, j'ai dû m'acheter un clavier, j'ai dû m'acheter une lampe, j'ai dû m'acheter un ordinateur. Toutes vos dépenses sont des dépenses d'entreprise et sont déductibles. Donc, après ça, on a tout ce qui est la publicité, les logiciels ou autres, mais c'est vraiment une règle basique. Si c'est une dépense pour l'entreprise, elle est déductible, mais il faut garder les reçus. Puis, à ce moment, vous allez pouvoir les déduire, ce qui veut dire que si vous faites un 100 000 de revenus, mais vous avez un 30 000 de dépenses, bien, on vient réduire ces dépenses. Donc, ça fait 100 000 moins 30 000. Et finalement, vous aurez donc un 70 000 de revenus sur lequel vous allez devoir vous imposer. C'est pour ça que c'est très important de déclarer ces dépenses puis de les garder, les reçus, parce que ça vous permet de payer moins d'impôts ensuite. Après, de l'autre côté de la slide, on vient parler de tout ce qui concerne salaire, dividendes, prêts. Et en d'autres mots, ce que je veux que vous reteniez de cette slide, c'est que si vous êtes travailleur autonome, entreprise individuelle, lorsque vous allez collecter vos profits de votre entreprise, vous allez les déclarer l'année suivante. Donc, tout ce que vous faites cette année en 2022, ça va être déclaré en 2023. Et quand vous allez recevoir votre avis de cotisation, vous allez remarquer que sans même avoir fait le choix, vous allez avoir cotisé à ce qu'on appelle la RRQ, qui est la Régie des rentes du Québec, et le RQAP, qui est le régime québécois d'assurance parentale, par exemple. Donc, on ne fait pas le choix, c'est automatique. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre de l'argent de côté d'avance parce qu'on va devoir remettre non seulement l'impôt, mais aussi ces différentes cotisations plus tard. Ensuite, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si quelqu'un est incorporé, donc lorsqu'on a une société par action, on peut choisir de recevoir un salaire ou des dividendes. Un salaire, c'est une dépense pour votre entreprise aussi, mais les dividendes, ça veut dire qu'on va se payer avec les profits et ça, ce n'est pas une dépense. Donc, juste les distinctions vraiment basiques pour ne pas trop aller dans les détails parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est juste de savoir, OK, si ma compagnie me verse un salaire, c'est déductible pour elle, moi, je paie mon impôt dessus. Si la compagnie me verse des dividendes, les dividendes, ce n'est pas une dépense pour l'entreprise, puis en plus, après, je dois payer l'impôt dessus. Donc, c'est important de parler avec votre comptable pour pouvoir faire des simulations, pour voir qu'est-ce qui est mieux ou est-ce qu'on fait une combinaison des deux, c'est possible aussi. Et pour ceux qui sont incorporés, c'est intéressant de savoir que vous pouvez demander à votre compagnie, qui est détenue par vous, de vous prêter de l'argent. Donc, si vous ne voulez pas déclarer cet argent comme étant des revenus, elle peut vous prêter un montant et vous avez 2 ans maximum pour le remettre. Toujours dans la notion de tout ce qui est comptabilité, les finances, les dépenses, c'est très important d'exercer une saine gestion des finances de votre entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que pour s'assurer que l'entreprise puisse croître et être pérenne, il faut qu'on soit en mesure de bien gérer ses finances et ça commence en ayant les bons logiciels. Je recommande toujours d'utiliser un logiciel comme QuickBooks qui permet de pouvoir émettre les factures, de pouvoir mettre vos dépenses, de pouvoir connecter avec votre compte bancaire. Il faut aussi que vous connaissiez c'est quoi vos dates limites pour vos déclarations de revenus, pour vos TPS-TVQ, pour les déductions à la source si vous avez des employés. Donc, il faut bien connaître c'est quoi nos prochaines dates limites. Comme ça évite de faire des erreurs et ça évite de payer des pénalités. Et aussi, un bon conseil qui va de soi, mais qui peut être négligé, c'est que c'est important de ne pas utiliser les fonds dus au gouvernement pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes inscrit à la TPS-TVQ, lorsque vous allez facturer vos clients,
ils vont vous remettre l'argent plus les taxes. Si vous ne faites pas attention, vous allez utiliser cet argent au complet. Alors que dans chaque montant reçu, il y a un montant de la TPS-TVQ qui devrait être mis de côté pour la TPS-TVQ pour la remettre ensuite et prévoir une portion qui va être pour vos impôts et prévoir une portion qui va vous revenir ensuite. Donc, c'est important de bien gérer son flux de trésorerie parce que ce n'est pas 100% des sommes qu'on reçoit qui nous reviennent vraiment. Lorsqu'on gère bien ses finances, il y a plusieurs aspects positifs, des implications positives, parce qu'on gère mieux notre cash flow. On est aussi beaucoup plus attrayante lorsqu'on veut obtenir du financement. Au début de la présentation, on a eu Futurpreneur qui a parlé de leur programme, mais c'est sûr que lorsqu'ils vont octroyer du financement, ils vont demander à l'entreprise c'est quoi ses états financiers ou les déclarations de revenus de l'individu. Mais si on gère vraiment mal nos finances, ça se peut qu'on n'ait pas quelque chose de très intéressant à présenter et ça peut nous nuire éventuellement. Donc, c'est toujours important pour ces raisons, entre autres. Et aussi, lorsqu'on gère bien nos finances, ben, ça évite d'avoir Revenu Québec qui s'intéresse à nous. On ne veut jamais que Revenu Québec s'intéresse à nous parce qu'après ça, ils vont nous demander de donner une copie de nos états financiers, ils peuvent demander une copie de nos factures et ainsi de suite. Donc, c'est du temps, c'est des risques, c'est stressant. Pour terminer, si on, toujours dans la notion des finances, la comptabilité, on a entendu parler pendant la pandémie, vous avez peut-être entendu parler dans les nouvelles également, mais il y a l'entreprise de Caroline Néron qui était à l'émission Les Dragons, qui avait une entreprise, une boutique de bijoux physique avec plusieurs boutiques en magasin, mais aussi ça se vendait en ligne. C'est pour ça que je dis que ça revient au même. Qu'on soit en ligne ou hors ligne, on a les mêmes obligations. Et malheureusement, ce qu'on a réalisé, c'est qu'ils avaient beaucoup de difficultés à bien gérer leur cash flow. C'est passé aux nouvelles. Et c'était entre autres le fait de ne pas respecter les dates limites, de ne pas respecter le fait que l'argent qu'on perçoit, la TPS, TVQ, les déductions à la source, c'est aussi pour remettre au gouvernement. Ce n'est pas pour nous. Donc, dans leur cas, parce qu'ils ont mal géré, se sont retrouvés à devoir remettre 1,43 million de dollars à Revenu Québec et 125 000 dollars à l'Agence du revenu du Canada. Ce sont des montants exorbitants et ils devaient aussi beaucoup d'argent aux employés. Donc, pour ces raisons, ils n'ont pas été en mesure de s'en sortir, ils ont dû fermer l'entreprise. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur l'importance de bien gérer ses finances parce que ça va avoir un impact à un plus haut niveau et ça peut nous empêcher de pouvoir continuer à être en opération. Donc, ça se termine pour la présentation ce midi. Il reste encore quelques minutes. Je suis disponible si vous avez des questions. Alors, on vous invite à poser vos questions. Vous pouvez utiliser le chat comme vous l'avez fait tout au long de la formation. Sinon, désactivez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. S'il n'y a pas de questions, j'ai répondu tout au long de la présentation aussi. Donc, si jamais il n'y en a pas, c'est très correct aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Elma, pour la formation. Donc, on vous invite encore, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, des commentaires, vraiment, c'est le moment de le faire. On vous invite à le faire, soit dans le chat ou, comme je vous mentionnais un peu plus tôt, désactiver votre micro et puis on se fera le plaisir de vous laisser quelques minutes pour vous exprimer.
J'avais posé tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir offert cette opportunité de bénéficier de cette formation très, très intéressante. Donc, moi, j'œuvre en agroalimentaire et je vends des produits alimentaires. Donc, j'avais posé au début quelle est la forme juridique la plus avantageuse. Et vous avez donné un exemple qui m'a accroché. L'exemple du restaurant, c'est un cas qui peut m'arriver parce que je vends des noix, mais je vends d'autres produits, puis des fois, ça peut être en contact. Donc, est-ce que je dois comme changer la forme juridique de ma compagnie et aller avec une société par action? Merci. En ce moment, vous vendez à des particuliers ou c'est exemple à d'autres commerces? Ça fonctionne comment? J'ai pas entendu. Vendez-vous à des particuliers ou vous vendez en gros à d'autres magasins? Les deux. OK. C'est sûr que je serais plus confortable avec l'option de l'incorporation pour les raisons du début, dans le sens que dès qu'on est dans l'alimentation, on veut un produit que les gens consomment, puis on ne veut pas prendre de chance par rapport à comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça. Ce n'est pas forcément une urgence, mais je te dirais que à court, moyen terme, si j'étais toi, je basculerais certainement vers l'incorporation. Parfait, merci beaucoup. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Un commentaire? C'est bon, sinon, je vais pouvoir vous quitter, puis je vous remercie encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Anne-Edma, pour ta présentation, vraiment. Sinon, ça met fin à notre premier learn-up de la session. J'en profite pour vous inviter au prochain learn-up de la session d'automne. On a encore trois rencontres durant les prochaines semaines. Le 21 septembre prochain, avec Thierry Lorfils, ensuite avec Ramasso le 28 septembre, et en octobre avec Taina, je crois. Donc, vous pouvez retrouver les liens pour vous y inscrire sur notre Eventbrite et sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et puis on espère vous retrouver durant notre session d'automne. Sinon, on aimerait aussi vous dire qu'on a annoncé la date de notre prochain meet-up. Cette conférence qui marie en fait technologie et le mouvement Buy Black se fera un peu plus tard cette année, donc en novembre, le 25 et le 26 novembre. On vous y invite chaudement. Notre première édition a été un franc succès, donc on aimerait définitivement vous y voir tous le 25 et le 26 novembre. Au cours des prochaines semaines, on va en fait divulguer la programmation complète. On pourra acheter des billets et puis on espère vous y voir. Sinon, pour nous, c'est pas mal ce qui met terme à notre première rencontre. J'espère que vous avez bien aimé. Et puis, sinon, on vous dit bonne journée. Au revoir, merci d'y avoir assisté. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.